Alors maintenant, je reçois Mme Anne-Karine Matt, fille du Dr Nicolas Natisco-Matt. Alors, Anne-Karine, en premier lieu, j'aimerais que vous me parliez de votre père, particulièrement de son parcours depuis sa Roumanie natale jusqu'au Canada. Très certainement. Et je débute en vous remerciant également pour cette opportunité de raviver les bons souvenirs de mon père auprès de ceux qui l'ont connu et aussi de permettre aux nouvelles générations de le découvrir. Alors, Nicolas Natisco-Matt était un juriste, un professeur, un humaniste, un homme d'affaires, mais avant tout un académicien et chercheur de renommée internationale dans le domaine du droit aérien et spatial, et avec une prodigieuse bibliographie dans les 2 langues officielles qui lui a valu la plus haute distinction de l'Organisation de l'aviation civile internationale, le prix Edward Warner. C'était un diplomate, un négociateur, un homme d'interface, rassembleur, unificateur. Il était doté d'une grande lucidité et sensibilité. C'était une personne très charismatique, optimiste et aimé de plusieurs, comme en témoigne ce Liber Amicorum, qui lui a été présenté par de ses nombreux adeptes lors de ses 75 ans, un âge relativement jeune pour un homme qui a vécu 102 ans. Alors, mon père est né, comme vous l'avez mentionné, en Roumanie en 1913, à Craiova, et où il va obtenir son premier doctorat en droit à l'université de Bucarest. Après la Seconde Guerre mondiale, il va venir s'installer à Paris avec ma mère, Monica Bunger, sa partenaire de vie durant 64 ans, et où il va compléter un doctorat en droit international à l'Université de Paris et un diplôme à l'Institut des hautes études internationales. C'est à Paris qu'il va rencontrer des grands maîtres tels que Alejandro Alvarez, juge à la Cour internationale, et qu'il va avoir la nécessité pour un droit international nouveau. Alors, je le cite, il contestait la souveraineté absolue des États avec des règles qui étaient égoïstes, statiques, érigeant des cloisons et où la force l'emportait sur le juste. Avec les nouveaux moyens de transport, les communications de plus en plus rapides, le monde rétrécissait, donnant lieu à une interdépendance grandissante des nations, tant sur le plan politique, social, culturel, économique et psychologique. Selon mon père, pour qu'un droit international soit juste et équitable, il fallait que tous ces aspects soient pris en considération et non seulement le volet du droit. Il va être partisan d'un nouvel ordre juridique proposant une vision de coopération des États transcendant les frontières géopolitiques. Et cette vision, il va la partager en tant que stagiaire lors de la 3e Assemblée générale des Nations unies à Paris en 1948. Il va publier à ce moment-là la coutume dans les cycles juridiques internationaux, le droit international nouveau et vers un nouveau droit international de la mer, qui est un droit économique. Mais le communisme était rampant en Europe et mes parents décident d'aller vers le Nouveau Monde. Mes parents arrivent en 1950 donc au Québec, une terre d'accueil de culture latine et ayant le code civil similaire à celui de la France et de la Roumanie. Il va alors être professeur en droit à l'Université de Montréal et il se rendra compte qu'il y a un vide juridique au niveau du droit aérien et spatial. Il va instituer donc la chaire de droit aérien et spatial. Il va publier plusieurs ouvrages, dont son traité du droit aérien et aéronautique. En passant, un fait amusant à mentionner, c'est qu'il a été invité en tant qu'expert en droit international à la toute première émission de Point de mire, animée par René Lévesque, pour discuter de la question entourant la crise du canal de Suez. En 1975, il va devenir directeur de l'Institut du droit aérien et spatial de McGill, l'Université McGill. Et c'est alors qu'il va fonder son centre de recherche
et qui va lancer les Annales de droit aérien et spatial, une publication phare unique en son genre à être publiée à la fois en français et en anglais. Alors, tout comme les fondements du droit international nouveau, ces œuvres sont caractérisées par une approche pragmatique, multidisciplinaire et interdisciplinaire. Ses comités de lecture, ses contributeurs aux annales, ses choix de conférenciers étaient composés non seulement de juristes, mais d'ingénieurs, de biologistes, d'astronautes et d'autres scientifiques, économistes aussi. Et c'est ce qui lui permettait de synchroniser ses encadrements juridiques de l'air et de l'espace avec une sphère d'activité qui était en constante mutation, tant technologique que politique, et ultimement offrir aux États des moyens pour prévenir des conflits éventuels. Après sa carrière universitaire, Nicolas Matte, professeur émérite, va exercer son rôle d'avocat conseil au cabinet BCF et il va prendre sa retraite à l'âge noble de 95 ans. Je terminerai par dire que mon père a été visionnaire à plusieurs étapes clés de sa vie. D'abord, lorsqu'il a quitté courageusement la Roumanie avec ma mère, à un moment où il voyait bien que le régime stalinien allait s'installer pour de bon. Ses compatriotes étaient convaincus du contraire et les Américains allaient assurément les libérer, ce qui ne fut pas le cas. Ensuite, lorsqu'il a défini et il a enseigné le droit spatial dès 1958, 11 ans avant les premiers pas de Neil Armstrong et de Buzz Aldrin en 1969, et la même année qu'il va publier son premier volume sur le droit spatial. Puis, il a eu la vision en tant qu'homme d'affaires du développement potentiel de la ville de Brossard à la fin des années 50. C'était à l'encontre de la pensée du temps de pouvoir intéresser des investisseurs et de développer une nouvelle ville de l'autre côté du Saint-Laurent avant d'avoir entièrement développé l'île de Montréal. Il deviendra premier citoyen d'honneur de la ville de Brossard et un boulevard porte son nom. Et de quelle façon a-t-il contribué au développement de la ville de Brossard? Il a contribué en intéressant des investisseurs de l'Europe. Il a participé au plan d'urbanisme. Il a été très instrumental aussi au niveau de la négociation avec les résidents, qui étaient souvent des fermiers. Alors de les convaincre de vendre leurs terres, c'était tout un défi. Et puis, il a également offert un de ses terrains où se trouve en ce moment l'hôtel de ville de Brossard. Donc, il a également participé au nom de Ville de Brossard. Sous Duplessis, on avait invité Monseigneur Forget à donner son nom à la ville. Par contre, M. Duplessis a réalisé que ça deviendrait Forgetville. Alors, rapidement, M. Duplessis s'est retourné vers le maire qui s'appelait M. Brossard et c'est devenu la ville de Brossard. Comme Québécois, que valorisait-il? Alors, il valorisait d'abord l'intégration de toutes et tous à la société québécoise. Le premier geste qu'il va poser, c'est de québéciser son nom, sans renier ses origines, en utilisant deux patronymes, Matesco et Matt. Le reste de la famille va porter fièrement le nom de Matt. C'était un ardent défenseur de la langue française. Hormis les publications en français, il était un des 5 commissaires de la commission Gendron, qui, en 1972, a recommandé que le français soit la langue officielle du Québec, tout en respectant les droits des minorités. Il valorisait un Québec fort au sein de la Confédération canadienne et de la communauté internationale. Nicolas Matte a contribué de plusieurs façons au rayonnement du Québec. Dès 1951, et ce durant une quarantaine d'années, il a animé le Club des relations internationales, une association étudiante de l'Université de Montréal. Par le biais des conférenciers nationaux et internationaux, ainsi que des visites d'organismes d'affaires publiques à Ottawa, Québec, Washington et bien entendu les Nations Unies à New York,
Les étudiants étaient formés et sensibilisés à la politique et aux problématiques internationales. On peut dire que ce club a joué un rôle significatif dans l'émergence de l'élite dirigeante d'un Québec moderne. Parmi les anciens membres, on peut nommer Pierre-Éliott Trudeau, Robert Bourassa, René Lévesque, Bernard Landry et les frères Johnson. Il a également travaillé très étroitement avec les instances fédérales et provinciales pour offrir l'expertise du Centre de recherche de l'Institut de droit aérien et spatial de McGill. Parmi les projets de grande envergure, il y a celui sur le désarmement dans l'espace et sur la vérification des traités éventuels pour contrôler de tels armements dans l'espace. Le centre va collaborer de façon interdisciplinaire avec des ingénieurs de grande renommée de Spar Aerospace, des fabricants de satellites. Et le satellite PACSAT va voir le jour comme outil de vérification des traités. On me dit qu'on en parle encore aujourd'hui. Sur le plan international, les satellites se multipliaient et mon père prévoyait qu'il allait avoir une demande explosive pour les bandes de radiofréquence et l'attribution des orbites nécessaires pour le fonctionnement des satellites. De plus, il voyait que les grandes puissances s'emparaient de ces ressources qui sont limitées et toujours limitées aujourd'hui, ne laissant pas la place aux pays en voie de développement d'y accéder. Le Centre de recherche a préconisé que le Canada, pour de revoir la réglementation internationale et de proposer une approche équitable pour l'attribution de ces ressources. Et c'est ce que le Canada a fait. Alors on voit que la notoriété du Centre de recherche de McGill a grandement contribué au rayonnement du Québec vers l'international, mais également l'international est venu vers le Québec. Et mon père a joué un rôle à attirer des grandes conférences à Montréal, dont la plus grande conférence dans le domaine spatial, celui du Congrès international d'astronautique en 1992. Je terminerai par dire qu'il a également été un des fondateurs du Cosmodome, situé à Laval, en 1994, la seule institution au Canada entièrement consacrée à la diffusion des sciences de l'espace et qui jouit d'une fréquentation de plus de 150 000 visiteurs par année et des groupes scolaires provenant du Canada, des États-Unis, de l'Europe et de l'Asie. Selon vous, quelle valeur a-t-il légué à sa famille? Certainement l'importance de la famille, l'amour du savoir et l'importance de l'éducation, l'optimisme face à la vie et le respect des autres. Alors, il faut savoir que mes parents, ayant quitté la Roumanie, n'allaient plus revoir leur propre famille pendant plus de 20 ans. En l'absence de cette famille, ils ont tissé des liens très étroits, bien sûr, avec les familles québécoises qui les ont accueillis, la communauté roumaine et ainsi que les familles d'expatriés. Tous les nouveaux arrivants savaient qu'ils avaient une écoute et un accueil chez nous, notamment s'ils étaient seuls durant les fêtes. Alors, les étudiants de mon père faisaient partie de cette famille élargie et on avait la tradition de les recevoir chez nous en début d'année, en septembre et à la fin des classes au mois d'avril, ce qui était très réconfortant, notamment pour les étudiants internationaux qui étaient loin des leurs et à une époque où il n'y avait pas de Facebook. Également, mon père avait un tel attachement pour ses étudiants qu'il se faisait un point d'honneur d'être présent à chacune des rencontres biannuelles de l'Association européenne des anciens étudiants de l'Institut. Et il avait un rêve de les amener en Roumanie, un rêve qui fut réalisé en 2006 pour le plus grand bonheur de ceux qui étaient présents. C'était un homme d'une grande culture générale et son humanisme a définitivement allumé chez mon frère Daniel et moi l'intérêt pour le savoir. Ce savoir qui est un trait d'union entre les gens de diverses cultures et qui les met en confiance. Pour ce qui est de l'éducation, mon père venait d'un milieu modeste et pour obtenir des bourses d'études, il devait maintenir une excellence académique. Alors, le sens du travail, la rigueur, la persévérance ont été déterminants dans sa réussite. Mais avec le travail acharné
et il y avait toujours un moment pour fêter. C'était un bon vivant. Il avait un optimisme à tout rompre et couplé avec une bonne dose d'humour, nous avait montré qu'on pouvait prendre une distance face aux difficultés de la vie, retrouver les côtés positifs et même saisir des nouvelles opportunités. Et pour ce qui est du respect, tout le monde, du chauffeur de taxi au Premier ministre, était reçu avec le même respect, la même chaleur et la même cordialité. Et bien sûr que ces valeurs étaient partagées et inculquées par ma mère également, Monica Matt, que je me permets de mentionner, était également diplômée en droit, ainsi qu'en service social, et qu'elle a œuvré dans le domaine de l'intégration des immigrants, mais surtout pour le droit et la promotion des femmes, notamment par son programme pan-canadien qui s'appelait Nouveau Départ. Alors c'était parmi les rares couples à avoir été tous les deux médaillés de l'Ordre du Canada. Quel conseil aurait-il donné aux jeunes d'aujourd'hui? C'est un homme qui aimait beaucoup les jeunes. Il était privilégié en tant que professeur universitaire d'être entouré de jeunes au niveau maîtrise et doctorat. Et il aimait les écouter et se laisser inspirer par leur vision de l'actualité. Alors, conséquemment, je dirais qu'il leur dirait de prendre leur place dans la société, de croire en eux-mêmes, de s'impliquer, de prendre des risques, de se faire entendre tout en étant guidés par ce qui est juste et bien, ce qui édifie l'être humain et améliore la société. Toujours donner le meilleur de soi et se tirer vers le haut et tirer les autres vers le haut également. De garder le goût d'apprendre, la curiosité, jamais se laisser abattre et décourager, qu'il y a toujours des solutions. Il leur dirait que les relations s'établissent en allant chercher le cœur des gens et ne pas se laisser impressionner par les titres. Et aux jeunes juristes, il leur sortirait spontanément sa maxime « nécessité fait loi ». Le droit, c'est bien, mais il doit être applicable. Et ces anciens étudiants me relatent que ce sens pratique était la toile de fond de ses cours et de ses conférences. Et puis finalement, que souhaitait-il pour la société en général? Pour la société, il souhaitait la paix et la sécurité. Que l'on perçoive la terre, la mer, l'air et l'espace comme un patrimoine commun de l'humanité et qu'on en fasse bon usage. Il souhaitait également une société toujours plus juste, qui reconnaît les droits des minorités et de l'individu, qui est consciente de ses racines, mais qui regarde résolument vers l'avenir, où le français et les francophones ont leur pleine place, et où le bien-être de chacun, chacune, la paix et la prospérité publique peuvent se réaliser.